Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans VAR, l'émission dans laquelle nous allons parler de sport et de santé. Nous partons à la rencontre aujourd'hui de Franck Passy à l'hôtel Intercontinental de Marseille. Alors bonjour Franck, merci d'être avec nous pour VAR aujourd'hui. Bonjour Johan. Merci également à l'hôtel Intercontinental de Marseille de nous accueillir dans ce lieu. Alors Qui est Franck, magnifique. Hein. donc que fait un entraîneur pendant son temps libre? Bon, il travaille. Oui, c'est vrai qu'on a un peu plus de temps de libre, on voyage. J'ai mon fils qui est à l'étranger, donc je peux aller le voir, un autre à Paris. Mais en même temps, tous les week-ends, il y a un-deux jours où il y a des séries de matchs. Si on ne peut pas les voir, on les enregistre ou on les télécharge. Et ensuite, on essaie d'être Oui. dans l'actualité. Tu es connu, on va dire, principalement pour ta carrière d'entraîneur, mais avant ça, tu as été joueur, tu as été formé à Béziers, tu es passé par Montpellier, Marseille, Compostelle, Bolton, pour ne citer que eux. Est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as connu des moments un peu plus difficiles? Complètement. Lorsque je pars de Marseille, je suis un petit peu à la porte de l'équipe de France A. J'étais international espoir, champion d'Europe. Et puis j'arrive à Toulouse, beaucoup plus compliqué, d'accord, dans une équipe moins bonne. Donc derrière ça, je me retrouve à Toulon. Et à Toulon, c'est là où j'ai mon premier problème, c'est-à-dire que rupture de ligament croisé en 1992. D'accord, aujourd'hui c'est une lettre qu'on envoie par la poste. En 1992, lorsque je suis sorti de la table d'opération, on m'a dit peut-être tu rejoueras plus au foot. Oui, la vision des choses sur le médical était totalement différente. Maintenant, sur un ligament croisé, sur une rééducation qui se passe, on va dire, plutôt pas mal, avec tous les tests qu'on a maintenant, que ce soit l'isocinétisme, des tests de terrain, on va dire qu'en 6-7 mois, on arrive à remettre un joueur de pied sur le terrain, retour à la compétition. J'ai démarré le foot à 17 ans et demi à Montpellier. Il y avait un kiné, un docteur. Il n'y avait pas de préparateur physique avec un entraîneur. Aujourd'hui, quand on voit les staffs, ils sont Pas aussi... non plus podologue, nutritionniste, tout Non, ça existe pas encore. Enfin, on avait tout ça, mais en externe. D'accord. Parce qu'on était à Montpellier, que voilà, on était quand même avec Philippe Malafosse, qui est aujourd'hui chercheur sur la commotion cérébrale. D'accord, il travaille avec la Fédé. Bon, c'était quelqu'un qui était vraiment à la pointe. Il a toujours été à la pointe. Et quelque part, on était un petit peu plus orienté, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Quand on se déplace aujourd'hui, on a quasi autant de staff que de joueurs. À l'époque, il y avait 3 personnes qui se déplaçaient avec nous. Là, par exemple, au niveau de mon croisé, c'est moi qui l'ai pris en charge. Si j'étais resté dans mon club, ça ne serait rien passé. Peut-être que j'aurais attendu qu'on me trouve des soins. Alors que là, étant proche de gens de l'Olympique de Marseille, puisque j'ai joué quand même 2 ans ici, ils m'ont orienté vers en gros ce qui se passe aujourd'hui dans les clubs, mais c'était en externe, quoi. J'ai eu un autre petit problème, c'était un match amical contre Montpellier où un joueur m'a mis les 2 pieds sur les 2 genoux. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que comme il me l'avait serré, le genou était un petit peu en avant, il est revenu dans sa position de départ. Donc ça allait très très bien, sauf que là je me suis rendu compte que je n'avais pas assez travaillé musculairement. C'était pas la seule tuile du moment. J'étais à Toulon, avec tous les problèmes qu'a eu ce club à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé une équipe, il y avait 2 entraîneurs qui nous aidaient à nous entraîner, mais il n'y a plus personne dans le club. On n'était pas payés, donc 7 mois de salaire pas payés. Donc la situation, le genou, c'était un problème, d'autres problèmes perso aussi. Un amalgame un amoncellement de problèmes qui faisait que à cette époque-là, j'allais au conseil général, j'allais au conseil municipal, d'accord, parce que en fait, étant capitaine, j'étais un petit peu le seul. C'est toi qui étais délégué à gérer, on va dire, tous les à côté, tout l'extra sportif. Exactement, et vu que ça durait depuis depuis 1 an ou 2, c'est pour ça aussi que je me suis blessé, parce que je ne faisais plus les soins comme je devais les faire, ou je ne me récupérais plus comme je devais récupérer.
Dans le football professionnel, on voit qu'il y a des entraîneurs qui sont beaucoup plus, on va dire, protocolaires et qui suivent vraiment une rééducation à la lettre. Et il y en a qui délèguent un petit peu plus ça, on va dire, au niveau du staff médical et on va dire qui ont une totale confiance là-dessus. Toi, tu pourrais te définir comment? J'aimerais faire une confiance totale. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où j'ai pu le faire, notamment ici avec le docteur Christophe Baudot, qu'on connaît tous. Voilà, un autre docteur aussi à Lille, avec qui ça s'est très très bien passé. Il y avait cette relation. À d'autres endroits, ça a été beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que j'ai toujours délégué, on délègue. Moi, je ne suis pas docteur. Donc, dans la mesure n'étant pas médecin, c'est pas moi qui vais dire le joueur il peut jouer, il ne peut pas jouer. Je fais confiance. Sauf qu'il m'est arrivé dans un club faire confiance, mais perdre des joueurs. Et là, par contre, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir confiance dans le docteur, on a envie d'avoir confiance dans ses kinés. On passe souvent dans les salles de kiné à la fin des entraînements, des matchs, voilà, qu'est-ce qui se passe, où ils en sont, les blessés, voilà, il y a des réunions qui sont faites tous les matins. Mais on a besoin de vraies réponses lorsqu'on est entraîneur. Quel a été pour toi le cas le plus compliqué à gérer médicalement? Oh oui, Abou Diaby, qui est un énorme joueur, qui était voilà, immense joueur. Lorsqu'on le récupère, alors j'étais d'abord entraîneur adjoint, puis après moi je l'ai eu en tant qu'entraîneur titulaire 2 mois, 3 mois. On était ici, bon, il y avait Christophe Baudot qui s'occupait de lui et qui l'a récupéré. Et en fait, c'était une récupération qui venait de loin. Hein. Ça faisait déjà 6, 7 mois, 8 mois C'était compliqué, hein. que Christophe travaillait avec. Et lorsque je prends l'équipe, moi, le lendemain, il y a une demi-finale de Coupe de France. D'accord ? Et il était très bien. Donc, on le fait jouer. On décide avec Christophe, je lui dis bon, il me dit ouais, il n'y a pas de souci. Alors je lui avais demandé, parce que j'avais plus de numéro 6, je lui avais demandé de contrôler juste une zone, avec sa qualité, son intelligence et son pied, de faire le reste. Et il s'est lancé dans un jeu de va-et-vient, de numéro 8. En fait, moi je lui demandais de jouer comme un numéro 6 et lui, voilà, il se projetait tout le temps. Difficile à freiner avec un potentiel comme ça. Oui, et puis surtout, voilà, il ne nous comprenait pas. Lui, il voulait être le Abou Diaby d'avant. Donc on lui demandait d'être plus tranquille. Et je crois que ça a été voilà, une déception, enfin pas une déception là sur ce moment, au contraire, ça a été très bien. Mais 3 jours après, on a un match. On a un match contre Nantes à la maison, il n'y a toujours pas de joueurs. Et là, on se pose la question avec Christophe, et d'un commun accord, on dit bon, 1 heure il peut jouer. Ok, 1 heure il peut jouer. Donc toujours pareil, je le reprends en tête à tête en lui expliquant que voilà, ça ne sert à rien qu'il fasse des allers-retours. Au contraire, qu'il fallait qu'il gère physiquement, que voilà. Et ça se passe très bien. Très bien. Sauf qu'au moment où je fais le changement, c'est-à-dire que Christophe m'avait dit 60 minutes, je fais chauffer un joueur à 10 minutes avant la 50e, je le fais partir, il est prêt à la 60e pour rentrer. On demande le changement et quand l'arbitre, le 4e arbitre, a les panneaux à la main et qu'il va les soulever, Abou saute, il retombe sur le pied d'un autre et il se blesse. Et ça a été la fin de sa carrière. Et ça, c'est une déception terrible. Et toi qui as connu, on va dire, différents remaniements, différents staffs, des arrivées d'entraîneurs, des changements, on va dire entraîneur adjoint, tu repasses entraîneur en poste. Ouais. Est-ce que tous ces changements-là, ça peut jouer? Toi, tu sens que ça peut jouer au niveau de la blessure, de la récupération, des performances pour de les ton joueurs. équipe? Pour les joueurs, positivement ou négativement? Complètement.
Complètement. Lorsqu'il y a un changement d'entraîneur, les joueurs, la première chose qui se pose comme question, est-ce que je vais commencer à jouer ou est-ce que je vais continuer à jouer? On sait que les entraîneurs ont des visions différentes sur le jeu, donc quelque part, il y a des joueurs, lorsqu'il y a un remaniement d'entraîneur, il y a des joueurs qui jouent moins alors qu'ils jouaient. Enfin, bon. Et il est vrai que tous ces remue-ménages, d'autant plus ici, parce que j'ai connu aussi d'autres endroits où il y a moins d'urgence dans le résultat, on tremble moins par rapport. Enfin, c'est une autre mentalité, la pression n'est pas la même. Exactement. J'ai joué 5 ans en Espagne. On était une équipe au départ petite du championnat, le plus petit budget. À Compostelle. À Compostelle, mais la première saison, on s'est sauvé seulement parce que tout était tranquille, quoi. C'est-à-dire, on gagnait, on perdait, on faisait match nul. On savait qu'il fallait qu'on continue à bosser pour essayer d'engranger des points, et les points, on les a pris. Alors qu'ici, tout est dans l'urgence. On perd un match, on est moins que rien. On gagne un match, on va devenir premier. Et ça s'est étendu à toutes les équipes. C'est un fait qui est presque sociétal maintenant, on va dire. Exactement. Souvent, on réagit en fonction du paramètre supporter. Alors que, je veux dire, les acteurs, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui travaillent avec les joueurs. Et quelque part, il faudrait un peu plus de calme dans les clubs. Est-ce que tu comprends que nous, au niveau du médical, quelquefois, on est un petit peu, on va dire, entre le marteau et l'enclume? Ces connexions-là, on ne les a pas, nous. C'est-à-dire que le joueur se confie très peu à son entraîneur. Il se confie surtout au corps médical. Et nous, les infos, on les a souvent à travers le corps médical. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit être renseigné. Dans la mesure où il s'ouvre plus vers vous, il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache, parce que nous, on a une décision à prendre, qu'est-ce que je fais? Et qui peut être très importante. Si je mets un joueur sur le terrain et qu'il se pète pour 6 semaines, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, dans la mesure où vous avez les infos, on ne veut pas oui, mais peut-être ou non. C'est oui ou c'est non. Voilà. Et est-ce que tu pourrais dire que le football actuel est sain? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est sponsor, agent, qui gravite autour de tout ça? On ne peut pas dire que c'est sain complètement. Après, bon, nous, on essaie quand même à notre niveau, avec les joueurs, de recréer des valeurs simples. Des valeurs simples, d'essayer de réussir un objectif ensemble. Et là-dessus, peut-être on est un peu old-fashion, mais c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Après, tout ce qui se passe dans les coulisses, tout ce qui se passe, bon, on sait tout, hein, tout le monde sait tout. Voilà, mais aujourd'hui, on a des spécimens en face de nous qui un jour embrassent le maillot, le lendemain ils sont partis. Mais on peut les comprendre aussi. Une carrière, on est passé par là. À 35 ans, il n'y a personne qui vous tape à la porte pour vous dire viens, j'ai un boulot pour toi. Donc s'ils peuvent faire x2, x3, x10 sur leur salaire, ben, qu'ils le fassent. Là-dessus, j'ai pas d'état d'âme moi là-dessus. Voilà, le monde il est monté comme ça, où partout, que ce soit dans le foot ou dans n'importe quoi d'autre, on parle que d'argent, on parle moins de valeur. Par contre, ce que je ne peux pas comprendre, c'est s'il vient me voir pour me dire je veux rester et que le lendemain il s'en va. Si à la fin du mercato, il y a une proposition qu'il ne peut pas refuser, je le comprends. Je comprends. Le club. C'est arrivé l'année dernière à Lyon. Hein. À Lyon, Malo Gusto, il est parti. Bon, Chelsea, difficile. Exactement. Difficile de dire non. Exactement. Pour lui comme pour le club. Exactement, non, mais là-dessus, voilà, je veux dire, on sait que c'est un business, donc on accepte. Mais pour ça, lorsqu'on est cohérent dans un club et que le club fonctionne bien, voilà, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'en va, mais il y en a un autre qui arrive. Et il est prévu qu'il arrive. Normalement. Voilà. Donc comme ça, ça fonctionne très bien. Comme ça fonctionne très bien. Par contre, il est vrai que si ça ne fonctionne pas comme ça, des fois c'est compliqué, quoi. Et un minot qui voudrait démarrer une carrière aujourd'hui, se lancer dans le football, tu lui conseillerais? C'est un métier extraordinaire, le foot. C'est un métier extraordinaire. Je veux dire, je l'ai fait pendant 18 ans de ma vie. Le top, c'est de le faire à très haut niveau, quoi.
Tant qu'on est dans du haut niveau, du très haut niveau, voilà, c'est que du bonheur. Mais il faut savoir que, en tant qu'entraîneur même de la réserve ici à Marseille, il y a eu beaucoup d'échecs. Voilà, très peu d'élus pour exactement. Beaucoup de... Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, ce que je ne suis pas arrivé à faire ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu un rêve utopique, c'est d'essayer de faire avec ces joueurs-là ce que moi je ne suis pas arrivé à faire. C'est-à-dire que moi je suis arrivé jusqu'au bac, et après le bac, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'inscrire à droite, à gauche. C'est pas possible, d'accord? On n'est pas une nation où on peut mener les études et le sport en même temps. Et ici, c'était pas possible. Donc lorsque j'étais au centre de formation ici, j'avais rencontré des gens de Sciences Po à Aix, et je leur ai demandé s'il n'y avait pas moyen de faire un diplôme qui puisse éventuellement mener ces joueurs-là qui avaient eu le bac. Compensatoire au cas où. Exactement. Exactement, et puis pas se retrouver à 20 ans ou 25 ans, parce qu'il y en a plein qui à 25 ans se retrouvent, puisqu'on fait signer des contrats aux gamins, ils ont 19 ans, on leur fait 3 ans de contrat, derrière ils arrivent à retrouver un petit contrat à droite à gauche, mais ils se retrouvent dans des clubs de National 2, National 3, voire R1, à 25 ans, sans diplôme, et ils font que du foot. Nous, on le voit au quotidien, ne serait-ce que la pression des parents, tout le monde croit avoir... le petit Kylian Mbappé à la maison, on va dire. Et c'est très compliqué pour le jeune, pour venir, on va dire, développer son potentiel. Et même quelquefois, on a des jeunes qui sont très très bons, qui arrivent à 14, 15, mais dégoûtés par le football après. C'est énormément de pression pour eux. Alors à l'époque, il y en avait encore. Il y en avait, hein. Moi, j'ai un joueur de ma génération, en équipe de France, c'était lui le meilleur tout le temps. Puis bon, il a arrêté à 18 ans, parti à Monaco, et puis il s'est arrêté parce qu'il avait eu une pression énorme de la part de son père. Et il y en avait quelques-uns, mais nous on était 15 par centre de formation. Là aujourd'hui ils sont 60, voire ils réduisent maintenant un peu à 40. Mais il est vrai qu'il y avait moins cet engouement pour le foot parce qu'il y avait moins d'argent. C'est-à-dire que les parents, lorsqu'ils voient leur enfant qui a un peu de talent, ils se disent pourquoi pas lui? On a une pépite. Exactement, et pourquoi pas lui? Mais il est vrai qu'entre ce qui se passe à la base et ce qui arrive, il y a énormément de déchets. Mais il y a la pression de la concurrence, il y a la pression des parents, il y a la pression de réussir aussi pour le joueur. Et quand on sait la relation qu'il y a entre voilà, une tête qui fonctionne bien, une tête qui fonctionne moins bien et une blessure, il est vrai que c'est un rapport très important. Est-ce qu'en 2024, on a des chances de te revoir sur un banc? Ah ben oui, j'espère. Hein. Prêt, je le suis. Aujourd'hui, j'ai assez d'expérience pour pouvoir m'arrêter et repartir tout de suite comme ça. Travailler en amont pour être performant très rapidement. Je ne suis fermé sur rien dans la mesure où j'aime mon métier. J'aime faire ce que je fais, c'est être sur un terrain avec des joueurs, essayer de faire progresser une équipe, faire progresser des joueurs et puis gagner des matchs, parce que l'adrénaline du match, c'est ce qui me manque le plus en fait. J'ai lu, il y a quelques jours, j'ai lu Gattuso qui disait lorsque je suis entraîneur, lorsque j'entraîne, je me sens vivant. Ben, c'est totalement ça. C'est totalement ça. On se sent vivant, pourquoi? Parce qu'on ressent des émotions, et des émotions très fortes. La pression d'avant les matchs, c'est quelque chose de très bon. C'est quelque chose qu'on a envie de retrouver, en fait. Presque une drogue, d'ailleurs. Eh bien écoute, merci Franck pour ta participation. Merci de nous avoir accordé du temps et je te souhaite le meilleur pour 2024. Avec plaisir, Johan, et puis moi de même, je te souhaite le meilleur, que ton équipe ça fonctionne bien jusqu'à la fin de saison.